c'est commencé. Oui. Je vais pas sérieux. Quel âge? Ben, j'ai 27 ans. Vous dessinez un style des années 50. Thierry fait Maître Rusling in het Frans. Gilles Jourdan. Gilles Jourdan. Dat was een temps toen hij nog niet geboren was. Il a dessiné Gilles Jourdan à une époque où tu n'étais pas encore né. En? Ja, hoe komt hij aan die invloeden? Comment Hij heeft het nooit gelezen, tenminste niet in die tijd. Tu l'avais pas lu à cette époque, donc comment c'est venu que en fait tu dessines un peu dans le même style que Tillieux, mais quand cette bande est parue, tu n'étais pas encore né, donc comment ça se fait que tu en es venu à apprécier ce genre de bande 20 ans après? Eh bien, c'est à la fois très simple et très compliqué. Non, moi, j'ai connu la bande dessinée dans les bibliothèques municipales. J'habitais en province, en France. Et le seul endroit où on trouvait des livres et on pouvait accéder à la culture, c'était dans des petites bibliothèques. Et c'est là que j'ai découvert donc des vieilles collections de Spirou, de Tintin. Et c'est ça qui a fait ma culture en bande dessinée. Et j'avais effectivement un peu de retard sur les choses qui se faisaient à l'époque. Mais je ne le regrette pas parce que c'est des œuvres qui avaient une force supérieure à mon avis à celles qui sont venues après. Parce que des auteurs comme Tillieux ou alors Gigé étaient des gens qui ne venaient pas de la bande dessinée, mais qui venaient soit du roman policier, soit de la peinture, d'autres disciplines artistiques. Et je pense que ce sont eux qui ont fait les œuvres les plus fortes, parce qu'ils ont vraiment apporté quelque chose. Dus dat of je een opleiding hebt gedaan, kunstacademie, zo? Kunstacademie, une académie Tu as fait des études à l'académie, tu as fait des études d'art. Oui, enfin, j'ai étudié pendant 4 ans aux Beaux-Arts de Saint-Étienne. Et puis c'est tout. Mais je n'ai pas... Quel idéal? Avec l'idéal de dessiner. De dessiner des illustrations ou des bandes, des BD? Quand je suis rentré aux Beaux-Arts, j'avais la ferme intention de faire de la bande dessinée. Et puis petit à petit, j'ai perdu complètement l'ambition de faire de la bande dessinée. Je voulais faire de l'art, peut-être. Enfin, disons, j'avais perdu mes convictions. Et petit à petit, quand Métal Hurlant s'est créé, c'est-à-dire quand on a redécouvert, quand une nouvelle bande dessinée est apparue en France et quand j'ai eu vraiment la possibilité facile de publier, ça m'a redonné envie de travailler. Et c'est également grâce au contact de Luc Cornillat, qui était aussi avec moi aux Beaux-Arts et qui était aussi passionné de bande dessinée et avec qui on s'est entraidé et on s'est soutenu. Voilà. Vous avez fait avec Cornillon un fanzine de BD ou Captivant? Non. Oui, c'était l'unité de valeur. Oui, c'est ça. Nous avons commencé par faire un fanzine, parce que c'était la mode à l'époque. Et puis ensuite, nous avons travaillé à Métal Hurlant. Jean-Pierre Dionnet a fait de fanzine. Of vous avez werk had opgestuurd aan Métal? Tu as envoyé tes dessins à Métal ou bien il avait vu le fanzine? Non, nous avons envoyé le fanzine et Dionnet a été très intéressé par nos dessins. Mais à l'époque, c'était très facile parce que Métal Hurlant commençait à peine et il recherchait de nombreux dessinateurs. Et c'est comme ça que nous avons eu notre chance. Vous avez fait dans Captivant des bandes en tous des styles différents. En ce temps, vous cherchez un style ou... Non, je n'ai jamais cherché de style. Quand on a commencé à faire de la bande dessinée, on était passionné par de la bande dessinée. Et ce qu'on cherchait à faire, c'est restituer ce qui nous avait plu.
Et énormément de choses nous plaisaient à l'époque, et nous avons essayé de faire partager notre goût pour la bande dessinée américaine, notre goût pour la bande dessinée belge, et notre goût pour la bande dessinée hollandaise aussi, avec Swart et Tante Lenny, qui nous avaient beaucoup influencés à l'époque. Mhm. Euh, ja. Ja, nee. C'est comment que vous connaissez Zwarte? Il n'a pas publié. Il a publié très tard en français. Artefact est une maison d'édition française qui a traduit ses bandes dessinées en 1976. Non, très très tôt, en 1976 ou 1975. Et c'est là-dedans que nous l'avons découvert. Ce sont la bande de Charlie ou... Non, c'était... Ah oui, également, il y avait les bandes de Charlie auparavant, en 1975. En 1975, il y a eu des bandes en Charlie, puis ensuite, il y a eu Tante Lenny présente, traduit chez Artefact. Quand ils font, qu'est-ce que c'est, un hommage à des dessinateurs? Oui, c'est ça. Pastiche? Non, c'est un hommage. Voilà. C'est en fait un faux journal. Oui, c'est un ça. faux recueil. C'est ça, voilà. C'est ça, tu dois expliquer ça. Tu dois expliquer ça. Oui, non, c'est très ennuyeux parce que on faisait les choses comme ça pour se faire plaisir, mais il n'y avait pas de plan prémédité à l'avance. On a d'abord fait les histoires quand ça nous plaisait, comme on voulait, et ensuite nous avons eu l'idée de créer Captivant et de faire une fausse compilation. Mais c'était le moyen de les réunir et d'avoir un concept, et pour pas que l'album soit un ensemble d'histoires sans aucun lien les unes entre elles. Et donc c'était une idée, c'était un concept, je crois que c'était un bon concept d'ailleurs. De show van Ad Visser, Sobrietas. 8:30, dames en heren, in de congreszaal Sobrietas. Wilt u ervoor zorgen voor 8:30 dan binnen te zijn, als de deuren dicht zijn van uw voor 8:30 graag in de zaal, anders mag u niets meer binnen. Après Captivant, il y a Bob Fiche, un détective comme Gilles Jourdan, mais Gilles Jourdan est un homme altijd braaf, keurig. Terwijl... c'est un brave type, Gilles Jourdan. Bob Fiche, schiet het laatst iemand neer, gaat er met geld vandoor. Oui, Bob Fiche plutôt, lui, il aime bien l'argent, il tire la couverture à lui, c'est pas comme Gilles Jourdan, c'est pas le même idéal. Mais je pense que chaque héros ressemble au créateur. C'est-à-dire que Gilles Jourdan devait ressembler à Tillieu. Ce n'est pas, par exemple, l'influence du détective cinéma, film Non, enfin l'influence c'est Félix de Tillieu. C'est ça qui m'a donné envie de faire ça. Et puis voilà, c'est tout. Et puis pour la psychologie, j'essaie de voir comment moi je réagirais dans certaines circonstances. C'est quelque chose d'assez authentique. Ja, het is iets wat je in de 50 jaren niet kon, zo'n held die schurk was. C'était pas possible, enfin ce que tu fais maintenant, c'était pas possible dans les années 50. Si, il y a... Comme Bob Fiche. Moi j'ai lu des histoires où les personnages, où les héros étaient des grosses brutes musclées, racistes et sans scrupules. Si, il y en a eu également. Je pense que la vraie censure est venue un peu plus tard, dans les années 50 et les années 60, quand la bande dessinée a connu du succès. Mais quand la bande dessinée n'avait qu'un succès mineur, dans les années 30 et les années 40, il y avait des bandes dessinées très très dures et très très fortes, avec des héros qui avaient une vraie personnalité. Ne serait-ce que Dick Tracy, par exemple, qui est très populaire, il avait quand même un caractère assez marqué, et puis tous les méchants qui gravitent autour étaient très intéressants. Et après, Freddy Lombard, c'est un héros, c'est pas comme Bob Fiche, c'est
Vous publiez Freddy Lombard en Apple. Ouais. Et c'est Des enfants de des enfants. 13 ans. Oui, c'est ça, au départ, c'était une œuvre de commande et j'étais obligé de respecter les lecteurs de EPO. Mhm. Et je pense que le premier épisode du Cimetière des éléphants, l'épisode qui s'appelle Les collectionneurs, était un peu enfantin. Mhm. Et j'ai essayé de trouver une idée pour faire quelque chose qui me plaise à moi et qui plaise également aux enfants. Et Freddy Lombard est devenu donc une sorte de clochard qui recherche de l'argent pour manger. Et il est également devenu quelqu'un de très fantaisiste qui a toujours des idées loufoques. Mhm. Mais ce n'est pas plus agréable de travailler pour métal où tout est possible. Non, non, parce que En tout cas, non. non. Non, je pense qu'on peut faire des choses intéressantes. Enfin bon, j'ai pas travaillé très longtemps dans EPO parce que après 2 histoires, ils ont considéré que Freddy Lombard était trop adulte pour le journal et leur journal voulait se consacrer plus encore aux enfants. Mais je considère cependant que les aventures de Freddy Lombard que j'ai faites peuvent être lues vraiment par des enfants. Et même si les histoires ont une morale un tout petit peu différente, ça reste... Qu'est-ce que je raconte? Non, je comprends pas pourquoi. Je devrais faire des bruits pour ça. Les questions sont très mauvaises. Autrefois. Des questions plus faciles. Travailler pour Spirou, ce n'est pas comme Rêve. un rêve de la jeunesse, travailler pour Spirou, le Spirou de Thirieux, le Spirou de Franquin. Oui, en travaillant pour Spirou, tu as réalisé un rêve. Oui, c'est exact. J'ai été très impressionné au départ. Et j'étais très content de travailler pour une maison comme Dupuis, Mhm. parce qu'il y avait tout un prestige et toute une histoire derrière. Je suis très amateur de Spirou, du journal, et j'ai une très grande collection d'ailleurs. Je connais très bien tout ce qui s'est fait depuis 1945-46. Et voilà. Et j'ai suivi également la décadence d'un journal, parce que je vous parlais tout à l'heure de JG, de Tillieux, de Franquin, de Maurice. Oui. C'était des gens qui venaient d'un autre milieu et qui sont venus à la bande dessinée un peu par hasard. Et puis ensuite, il y a eu des suiveurs, c'est-à-dire des dessinateurs qui ont commencé à s'inspirer de leurs dessins. Et ensuite, il y a eu encore une autre génération de dessinateurs qui sont inspirés. Et petit à petit, le journal de Spirou a connu une sorte de décadence. Mhm. Et je considère qu'aujourd'hui, le journal est beaucoup moins intéressant qu'autrefois. Mhm. Ja, ik had net wel een vraag. Et sur de dessiner Spirou, le bande, Le personnage. le Spirou. personnage. Oui. Je pense que c'est fini maintenant. Est-ce que c'est arrêté ou bien ça continue, ou le personnage de Spirou? Eh bien, ça s'est arrêté parce que le journal changeait de formule et a changé de rédacteur en chef. Mais Monsieur Dupuis voulait que je finisse l'histoire et il m'a même insisté personnellement pour que je termine l'épisode que j'avais commencé. Seulement, je suis très occupé et j'ai beaucoup de travail et je travaille en ce moment sur les aventures de Bob Fish et le projet est retardé d'autant. Ce n'était pas très important pour vous de prolonger des aventures de Spirou. Oui, enfin moi j'ai une histoire qui me tient beaucoup à cœur. J'avais écrit un scénario et j'aimerais énormément le terminer. Parce que ce que j'aimais pas dans le personnage de Franquin, enfin comment Franquin a fait évoluer son personnage, c'est que progressivement le personnage est devenu très bourgeois. Il a eu une voiture, il a eu une maison, ils étaient vraiment installés dans un confort
dans le confort et l'aventure disparaissait progressivement. Alors c'était votre décision de finir votre travail? Oui, moi je pensais avoir un point de vue original en le faisant revenir un peu à autrefois et en lui redonnant un appartement, en lui redonnant des soucis financiers, en lui redonnant une dimension plus aventurière. Ouais. Mais il demande si c'est toi qui as pris la décision d'arrêter ou bien si c'est la rédaction. Ah non, parce que la rédaction a changé. Alain Deceuch, qui était rédacteur en chef de Spirou, ne l'a plus été, enfin a été remercié, je pense, Oui. et a été remplacé par Jean-Louis, Van Doren. Van Doren, c'est ça. Et entre les deux, beaucoup de choses ont été remaniées et mon histoire a dû s'interrompre. En fait, je crois même qu'il y a eu une période où il n'y a pas eu de rédacteur en chef de Spirou. Oui, mais enfin, je ne comprends pas très bien parce que moi, je n'habite pas à Bruxelles et tout ce que j'entends, c'est des oui-dire, je lis dans les journaux, les nouvelles, et je ne connais pas très bien ce qui se passe dans la rédaction parce que je n'y vais que très très rarement. Vous avez dit que vous ne connaissez pas Bruxelles très bien. Enfin, si, je connais très bien Bruxelles, mais quand je vais à Bruxelles, je ne vais pas à Spirou. Parce que dans Bokvis, hoe moet ik zeggen, heel goed de sfeer van zo'n Belgische. Ouais, tu restitues bien l'atmosphère de Bruxelles et l'atmosphère belge. Mais tout le mérite revient à Didier et Daniel Passamanique, Arrête, je vais rougir, j'espère que c'est pas la télécouleur. qui m'ont donné tous les documents nécessaires pour travailler. Parce que quand j'ai commencé Bob Fish, je n'étais jamais allé à Bruxelles. Sur des photographies? Non, même pas, c'était rien du tout. C'est uniquement dans les noms des lieux, dans le vocabulaire, et puis ils m'ont expliqué certains détails. J'y suis allé beaucoup plus tard, là où j'ai pris des photographies. Oui, la réflexion d'ailleurs qu'il avait faite quand il était venu à Bruxelles pour la première fois, c'est que, tu te souviens, tu m'avais dit, j'ai l'impression de marcher dans un album de Spirou. Oui, c'est ça, c'était merveilleux. Toen hij in Metallonon begon, was hij een van de weinigen die zich met een echt verhaal bezighield. In metal, zo mensen als Möbius, die allemaal vage verhalen, terwijl hij de enige was die een avonturenverhaal maakte. Dat is niet raar. Mais quand tu as commencé à Métal Hurlant, tu as fait comment dire, des petits travaux, des histoires courtes, etc. Et tu ne t'es pas lancé tout de suite d'emblée dans une histoire de longue haleine. Mais quand la première fois nous sommes allés à la rédaction de Métal Hurlant avec Corneillon, Jean-Pierre Dionnet, le rédacteur en chef de Métal Hurlant,